Bonjour à tous. Donc moi je suis Louanique, lui c'est Napo. Napo c'est un Podenco qui a été adopté il y a 2 ans maintenant. Et on va le voir un peu plus tard qu'il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'il a vécu tellement de choses par le passé qu'il n'était pas du tout adapté à la vie en maison. Et en fait il m'a permis de me spécialiser dans la rééducation du chien de refuge, du chien adopté. Donc c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Donc Napo, donc il a été adopté en Espagne. C'est un chien qui est né dans la rue avec ses frères et sœurs. Donc il y avait une portée de 7. Il y a eu 3 chiots malheureusement décédés parce que la rue c'est pas du tout adapté à un chiot. Hein. Et donc Napo, lui, il est resté 8 mois dans la rue avant que quelqu'un arrive à l'attraper. Donc en fait, il a des cicatrices un petit peu partout. Clairement, pour manger, il a dû se battre parce que sa maman a été capturée. En fait, il s'est retrouvé très très vite à 1 mois seul dans la nature, quoi. Et du coup, voilà, aujourd'hui, il est là devant vous. Donc il y a un sacré chemin et on va voir qu'il y a vraiment vraiment beaucoup d'étapes avant que je puisse me présenter ici devant vous. Donc voilà. Alors, je vais vous parler de l'adoption en toutes les démarches, toutes généralités. Donc, je me base beaucoup sur l'adoption en association plutôt qu'en refuge, parce que moi, je suis passée par une association et qu'aujourd'hui, je suis bénévole dans cette même association et du coup, je gère un petit peu les démarches comme ça. Mais en fait, pour le refuge, c'est plus ou moins la même chose. J'adore la tête qu'il a et le voir sur grand écran ici, ça me fait beaucoup rire. Déjà, je pense que dans le choix du chien, on a vraiment beaucoup de choses à faire parce que on a tous un chien idéal. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, quelqu'un qui rêve d'adopter un border parce qu'il a toujours aimé ça et tout ça. Mais à un moment, il faut réfléchir au-delà du cœur et se dire, moi, je veux un border, j'attends ça de lui, mais qu'est-ce que lui, il a besoin et est-ce que je suis prête à offrir ce dont le chien a besoin, parce qu'on a beaucoup de troubles du comportement sur les chiens, parce que en fait, finalement, on n'a pas su leur offrir ce dont ils avaient besoin. Donc vraiment, à un moment, c'est se poser et se dire, voilà, moi, je rêve de ça. Je rêve d'avoir ça comme chien. Il vous fait la tête, hein, il ne veut pas vous voir. Hein. Je rêve d'avoir ça comme chien, mais voilà ma vie, voilà les contraintes que j'ai dans ma vie. Est-ce qu'à un moment, on a la balance positive ou pas? Après, dans la réussite de la première rencontre, j'en parle parce que c'est juste qu'il y a il y a pas mal d'études scientifiques en ce moment là-dessus, par rapport au refuge, sur les premières rencontres, où en fait, faut que ça soit vraiment quelque chose de réfléchi, qu'on ait des friandises dans la... Enfin, c'est un truc où il ne faut pas se rater parce que c'est là où il y a le premier feeling. Donc je dis qu'il ne faut pas se rater parce que moi, Napo, en fait, je l'ai adopté avant de l'avoir vu. Je l'ai vu en photo et je sais qu'on est plusieurs dans la salle, du coup. Et en fait, il fallait pas se rater parce que là, il descendait du camion et je repartais avec. Et là, si on avait raté, on partait sur plein de problèmes. Donc, il faut vraiment être prêt et avoir anticipé le maximum de choses, même si on pourra jamais tout anticiper. Il y a des choses très très simples à anticiper. Par exemple, tout bêtement, vous rentrez chez vous, sur la table basse, il ne reste pas le repas d'hier, les chaussures elles sont rangées pour pas qu'il y ait de problème parce que souvent il y a des gens qui disent ouais mon chien directement il a mangé mes chaussures. Ouais, enfin tes chaussures elles étaient dans le placard, il les aurait pas mangées. Donc c'est plein de choses comme ça où quand on a eu un chien un petit peu destructeur on y pense, mais avant on n'y pense pas forcément et ça c'est des choses toutes bêtes à mettre en place pour qu'il n'y ait pas de problème en fait. Donc, voilà, c'est ce que je disais, en association, souvent il n'y a pas de rencontre préalable, notamment, donc moi je parle de Napo parce que c'était en refuge espagnol qu'il était. Ça peut être pareil avec les chiens de Roumanie, les chiens des îles, en fait ils arrivent en France et puis on repart avec et on ne l'a pas vu avant. Donc du coup, c'est essentiel d'anticiper, nous en tant qu'humains adoptants, mais aussi l'association. C'est-à-dire que donc les étapes, c'est qu'il y a un formulaire d'adoption où là on commence à dire un petit peu, on parle de notre vie, de où on travaille, de notre maison. Pareil au téléphone, hein, clairement c'est les mêmes questions, mais on en reparle comme ça.
et il y a une prévisite. J'insiste vraiment sur la prévisite parce que pour moi, une association qui ne vient pas se déplacer et qui ne fait pas tout pour se déplacer, pour aller voir où le chien va vivre, c'est pas une association sérieuse. Parce que sur papier, au téléphone, on peut raconter absolument tout ce qu'on veut. Il y a des personnes, on leur a refusé les adoptions dans déjà plusieurs associations, donc très clairement, ils savent ce qui ne va pas dans leur vie, donc ils vont adapter leur discours. Alors que si on se déplace chez les gens, déjà on voit comment sont les animaux, s'ils en ont déjà, on voit où le chien va vivre, et il y a une rencontre directe, on peut sentir au niveau du feeling, et donc tout de suite, c'est mieux. Donc pour moi, le sérieux d'une association, il se mesure déjà là, sur la prévisite. Alors ça peut être un peu intrusif, hein. Moi je sais, là je vous en parle comme ça, mais moi je l'ai super mal vécu, hein. Moi j'ai été comme ça en me disant mais moi je le veux ce chien, et ça se trouve ils vont venir et ils vont dire que c'est pas adapté et tout ça, mais au final avec beaucoup de recul en fait c'est mieux parce qu'il y a des chiens très compliqués et que on a des retours d'adoption, on a des gens qui finalement se rendent compte que c'est trop compliqué, et peut-être que si on avait été chez eux avant, on se serait rendu compte que ça le faisait pas. Donc voilà, après il y a la prise de décision au sein de l'association, puis l'arrivée du chien. Et là c'est le début d'une aventure, mais en fait on est loin d'être arrivé au bout du chemin à ce moment-là. Du coup, je parle des problèmes récurrents, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, j'ai pas mis tout le panel, mais je mets ceux qui arrivent le plus souvent, et notamment ceux que j'ai rencontrés avec Napo, donc je peux en parler assez facilement. Alors, la réactivité. Je ne vais pas vous faire un truc énorme. Juste avant, il y avait une conférence sur la réactivité où c'était bien global. Mais la réactivité, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le chien réagisse à un stimuli normal de façon beaucoup trop prononcée. Ça veut dire que ça peut être... la réactivité, ça commence par de la joie, hein. Ça veut dire que si on croise un chien, que notre chien il veut absolument aller le voir, et qu'il saute partout, c'est pas méchant. C'est de la joie, mais c'est déjà de la réactivité. Ça veut dire que là, l'émotion, le chien, émotionnellement, il n'est pas capable de se contrôler, et là, déjà, c'est un problème. Donc après, ça peut être par peur, ça peut être... souvent d'ailleurs, c'est par peur, ça peut être par frustration, on ne sait pas toujours pourquoi c'est, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment identifier. Donc ça peut être sur les humains, sur les chiens, et après, ça peut être sur les chats, ça peut être sur les vélos, ça peut être sur à peu près tout. Mais c'est très, très important de réussir à identifier pourquoi notre chien réagit. Je sais que moi, Napo, il va réagir si il est surpris par un humain dans la rue. Donc là, au milieu du salon, je sais qu'il va pas réagir parce qu'il sait. Il est bon, ok, ici, là, il y a plein d'humains. Par contre, on est dans la rue, on se balade et d'un coup, il y a un humain. Et lui, il n'avait pas analysé qu'il pouvait y avoir un humain dans la rue, et là, ça va le surprendre. Donc par surprise, il va réagir. Et donc ça nous permet d'anticiper, c'est-à-dire que moi je suis la pro, je suis allée me balader à 4h du matin en pleine rue parce qu'il fallait que je sorte mon chien et que sinon juste avant il y avait du monde et que c'était pas possible. Donc vraiment l'anticipation elle est très très importante là-dessus. Vraiment ceux qui ont des problèmes, je vous invite vraiment à aller à consulter un comportementaliste en positif et tout ça, parce que la réactivité on pourrait en parler 1 heure et en fait on n'aurait pas fini, donc du coup je passe assez vite là-dessus. Mais c'est quelque chose qui se règle. La preuve, mon chien, là, il est là, il a croisé d'autres chiens aujourd'hui et tout va bien pour lui. Donc, même si on n'est pas au bout de l'affaire, ça peut être très, très impressionnant au début, ça peut être très violent. Clairement, je pense que j'aurais laissé Napo faire. Au début, il aurait pu tuer un chien. Vraiment, parce qu'il avait ce réflexe, parce que dans la rue, pour se nourrir, il a dû se battre. Et on était à un stade tel où je me disais, mais si malencontreusement la laisse casse, il se passe quoi? Mais vraiment. Donc on peut être à des situations extrêmes, en fait, si on a envie de bien faire, il n'y a pas de souci et ça se réglera. La protection de ressources, donc ça va un petit peu aussi avec la réactivité, dans le sens où, par exemple, en extérieur, le chien, il peut réagir aussi parce qu'il va vous protéger vous. Ça veut dire que nous, on est, surtout pour des chiens qui sont comme ça, sans repère, on est devenu tellement important pour eux, on est la main qui nourrit, on est la personne qui protège. Donc là, on est vraiment tout pour lui à ce moment-là. Et s'il y a un truc qui fait peur, faut protéger maman, quoi. S'il y a quelqu'un qui arrive, là, faut se mettre là et vraiment protéger. Donc sur un chien de refuge, ça le fait beaucoup parce que c'est des chiens qui n'ont rien eu.
C'est des chiens qui, par exemple, partageaient le box avec d'autres chiens et ben, c'était le plus rapide qui mangeait. Donc ça le fait beaucoup avec la nourriture aussi, c'est-à-dire que là, le chien, il a enfin sa gamelle à lui, il a enfin le temps de manger comme il veut manger. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui va protéger à fond. Ça peut être pareil avec le jouet. C'est qu'avant, dans son box, il y avait plein de chiens et lui, il n'avait jamais le jouet. Là, pour une fois, il l'a. Donc c'est le truc le plus important pour lui et il va vraiment le protéger. C'est pareil avec le tapis, c'est pareil avec le lit, avec le canapé. Et c'est pas pour ça qu'il faut leur interdire la ressource. C'est juste qu'il va falloir l'adapter. Lui dire, bah, tu vois, des fois, par exemple avec le jouet, si le chien, il adore le jouet, il dit, bah, tu vois, des fois, moi, je peux te reprendre le jouet, mais en échange, je te donne un truc super parce que je te donne à manger. Et vraiment pouvoir échanger comme ça avec le chien pour qu'il comprenne que la ressource, elle est hyper importante, mais il l'aura plus tard. C'est pas qu'il l'a pour 5 minutes et il l'aura plus jamais de sa vie. C'est vraiment pour qu'il comprenne qu'il l'aura tout le temps. Donc voilà, c'est la meilleure façon pour accompagner le chien, c'est de se dire, bon, bah, ok. Parce que des fois, on nous dit, ah ben, ton chien, il veut pas que tu t'approches du tapis, c'est parce qu'il te domine et tout, donc un chien dominant n'existe pas. Mais en même temps, le chien, il a un petit peu raison de protéger ses affaires. Enfin, moi, je sais pas, mais moi, je suis en train de manger au restaurant, si j'ai pas fini, je supporte pas que le serveur, il parte avec mon assiette. Et pourtant, je suis humaine et j'ai compris que... j'ai assez de conscience pour savoir pourquoi il la prend. Mais alors lui, lui, vraiment, c'est un truc hyper important pour lui, donc il a raison, entre guillemets. Il protège ce qu'il aime, mais c'est pas parce qu'il est méchant, c'est pas parce qu'il est fou, c'est que va falloir trouver des combines pour que ça soit moins important à protéger, mais ça commence juste, en fait. Napo protège un petit peu la nourriture, même si moins. Et ben en fait, quand il mange, il n'y a personne qui l'embête, quoi. Mes autres chiens, mes autres chats, ils ne sont pas dans la même pièce que lui. Parce que du coup, on n'a pas ce problème. Je me suis enlevé un problème, quoi. Le temps de régler ça, parce que des fois, ça peut pas être des années. Le temps de régler tout ça, et ben on fait en sorte qu'il soit dans sa bulle et qu'on n'ait pas le problème. Pour les absences. Alors les absences, j'ai pas mis les super photos parce que je les ai pas retrouvées, parce que je crois que je les ai effacées tellement ça me faisait du mal de voir ça. Mais Napo a fait un trou dans le mur. Notamment, Napo a mangé une porte, j'étais locataire. Et je suis pas bricoleuse du tout, mais j'ai appris à refaire une porte, à faire de la pâte à bois, je suis professionnelle maintenant, je peux refaire de la peinture partout. Mais Napo a littéralement fait un trou dans le mur, c'est-à-dire qu'il voulait s'échapper de sa pièce, et il s'est échappé. Par la porte ça marchait pas, donc il a mangé le mur et il est sorti par le mur. C'était clairement de l'hyperattachement, c'était que quand j'étais plus là, il était perdu et il explosait. Il y a un protocole, pareil, vous pourrez le retrouver sur internet, je ne vais pas en parler parce qu'il est très très long, mais il y a tout un protocole de gestion, de choses à mettre en place pour que ça se passe mieux, mais déjà, une absence, parce qu'on se dit, faut partir travailler et tout, mais une absence, ça commence par 1 minute en fait. Le chien, il ne nous voit pas pendant 1 minute, c'est déjà une absence. Même si pour nous, c'est rien, 1 minute, c'est déjà de l'absence. Donc y aller comme ça progressivement pour leur permettre de résoudre ça, c'est très très bien. Concernant la destruction, alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a plein de jouets qui existent, de choses à grignoter, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, quand le chien détruit, ça se passe dans les 15 premières minutes. Et en fait, une fois qu'on a passé cette phase critique de 15 minutes, globalement, ça se passe beaucoup mieux. Donc, il a fallu trouver de quoi occuper le chien pendant 15 minutes. Alors moi, j'en avais entendu parler, mais je ne le savais pas avec autant de précision, et peut-être que le mur, il serait resté vivant si j'avais su ça et si j'avais bien réglé ça. Mais par exemple, ça peut être mettre de la pâtée dans un Kong, le mettre au congélateur. Le chien, a priori, s'il aime ça, il va grignoter ça pendant un quart d'heure et c'est cool. Il y a aussi, je pense qu'une autre personne qui a sauvé mes murs, c'est Aurélie de chez Cani Gourmand qui est juste là parce qu'elle a plein de trucs qui se mangent pendant super longtemps et qui sont trop trop bons pour les chiens et du coup ça leur permet de se décharger là-dessus. Et puis en plus le fait de mâcher, c'est prouvé scientifiquement, il y a eu pas mal d'études en éthologie là-dessus. Le fait de mâcher, ça fait descendre le rythme cardiaque. Donc ça veut dire que le chien se déstresse en mâchant. Et donc, il évacue toute sa colère, sa peur dans le fait de mâchouiller. Et du coup, il ne va plus aller mâchouiller les chaussures. Parce que c'est ça, en fait. Quand il mange vos chaussures, quand il mange quelque chose, c'est parce qu'il a un tel stress que pour le gérer, il va falloir qu'il aille mâcher. Donc, si on lui donne un truc qu'il a le droit de mâcher, c'est vachement mieux.
Et donc moi, j'ai mis en place une boîte de déchargement. Ça veut dire que j'ai observé tout ce qu'il aimait bien détruire. Donc c'était beaucoup du carton, beaucoup des bouteilles en plastique, et je les ai mis dans une boîte. Et je l'ai mis dans une pièce quand je m'absentais, où il n'y avait que ça. C'est-à-dire que j'ai enlevé les meubles, j'ai tout enlevé. Il n'y avait que cette boîte de déchargement. Et en fait, il a pu cibler. Ça veut dire que quand il était stressé, il allait dans cette boîte et il cassait tout dans cette boîte. Et progressivement, j'ai pu réintégrer des choses. Donc j'ai d'abord mis des trucs qui craignaient pas trop, mais j'ai remis des meubles. Et aujourd'hui, Napo, il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé. Et il était dans la pièce où il y avait tous mes cartons avec toutes mes affaires. Il y avait tout le bazar. Et il n'a touché à rien. Il y a juste un jour où les éboueurs sont passés à l'heure où ils ne devaient pas passer. Donc ça a été une perturbation pour lui. Et il a été dans sa boîte de déchargement. Et il a détruit des trucs là-dedans. Donc ça veut dire qu'il avait la possibilité de détruire mon canapé, tout. Mais il a été dans cette boîte parce qu'il savait que quand il était stressé, il avait cette boîte-là. Et du coup, la boîte de déchargement, c'est vraiment quelque chose hyper intéressant pour eux. Et voilà, Napo, ça fait 2 ans. Il l'a encore. Sur les absences, il l'a encore. Ça coûte pas grand-chose de mettre un carton avec plein de bazar à détruire. Et ça empêche de la destruction. Donc ça, c'est plutôt bien. Le manque de code. Donc ce que j'appelle le manque de code, c'est que la plupart de ces chiens n'ont souvent pas été bien socialisés, pas bien sociabilisés, et ils ne savent pas comment le monde fonctionne. C'est-à-dire que quand je parle de code humain, c'est-à-dire que rien que vivre dans une maison, en fait, pour plein de chiens, ça leur parle pas du tout. Et Napo, le fait de passer des portes, en fait, il pouvait pas. Il n'avait pas compris, ça l'angoissait. Et du coup, c'est juste des choses comme ça auxquelles on pense pas forcément, parce que pour nous, passer des portes, depuis qu'on est petit, on le fait. Et donc ça, vraiment, c'est déjà un manque de code. Ça peut être aussi le fait qu'ils sachent pas communiquer. Donc Napo, qui est réactif, par exemple, il va pas forcément percevoir quand un chien l'approche super gentiment, il va pas forcément comprendre. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, mais avant, il passait directement au stade où il y a quelque chose qui l'inquiétait, il agressait. On passait pas par tout ce qu'on appelle les signaux d'apaisement. Donc ça peut être bâiller, détourner le regard, ça peut être mettre la queue entre les jambes, ça peut être éviter le conflit en faisant ça. Napo, ça n'existait pas chez lui. Parce qu'il avait vécu tellement de choses qui faisaient qu'il n'avait jamais été écouté, que la seule façon d'être écouté, finalement, c'était de bondir. Et du coup, ça a été tout un long travail. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est des codes que souvent, il faut leur réapprendre. Donc ça veut dire aussi que nos chiens là, qui n'ont jamais eu de code, c'est même pas la peine de les mettre en contact avec d'autres chiens un petit peu des chiots, qui n'ont pas encore les codes, des chiens un peu trop explosifs, c'est même pas la peine. Il faut tout de suite qu'ils soient en contact avec des personnes qui ont les codes, avec des chiens qui ont les codes, parce que sinon, ils apprendront jamais, et là, ça peut être très très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est pas du tout inné chez un chien, c'est quelque chose qu'il apprend notamment avec sa mère. Et s'il a été séparé de sa mère, moi, mon chien qui a 1 mois a été séparé de sa mère, il n'y a personne qui lui a enseigné ça. Donc du coup, il a jamais su faire, et maintenant on commence à apprendre, mais on n'est encore pas arrivé. Ça fait 2 ans que j'y suis, donc c'est pour dire que des fois ça peut être très très long. L'hyperactivité, c'est aussi un problème que Napo a, donc là ça se voit pas, donc c'est cool, on a bien travaillé. Mais Napo, c'est un chien qui me faisait des crises où il sautait partout, où il aboyait, où il mordait tout. Et sur ces moments-là, il ne se contrôle pas. Donc on a beau lui parler, il est plus avec nous, il est plus dans ce monde-là. Et ces crises-là, il peut les faire alors qu'il a été courir 2 heures avant. C'est vraiment, c'est plus fort que lui. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité, hyperactivité. C'est vraiment un syndrome que beaucoup de chiens qui ont eu une privation sensorielle ont. Ça veut dire que, par exemple, des chiots qui ont été avec leur mère jusqu'à 3 mois, très bien, mais qui n'ont jamais rien vu, qui ont juste vécu en chenille, qui n'ont jamais rien vu, ils n'ont pas un assez grand répertoire sensoriel pour pouvoir gérer tout ce qui se passe autour, et du coup, ils peuvent avoir ce syndrome d'hyperactivité. Donc, comment le régler? Ça va être travailler le calme, donc renforcer le calme, juste le fait qu'il soit couché, ça on le renforce, c'est ça qu'on veut. Ça va être lui apprendre ce qu'on appelle les autocontrôles. Les autocontrôles, c'est là par exemple, si je jette de la nourriture, il va pas y aller parce qu'il a appris à se contrôler et je lui dis rien.
Voilà, on a renforcé le calme, la position de relax, je pense que ça va pour lui. Et l'autocontrôle, ça va être ça. Par exemple, le chien, il adore la nourriture, mais tant qu'il n'est pas calme, il ne pourra pas y toucher. Donc il y a pas mal de jeux comme ça, et ça c'est utile pour absolument tous les chiens. Donc je vous invite à aller voir l'autocontrôle, mais en fait maintenant, une fois que le chien a des autocontrôles, il devient maître de lui-même, vraiment. On a un chien qui change, le chien il passe de incapable de se contrôler à un chien qui réfléchit avant d'agir, et du coup on avance. Donc ça reste un chien hyperactif, c'est-à-dire qu'il me fait encore des crises, mais sur ces crises-là, je les gère mieux parce que je le connais mieux, et je les gère mieux parce que lui a plus l'habitude de se contrôler. Donc des fois il part en crise, mais ça dure 1 minute, parce qu'après il est recapable de se calmer, il est capable de se remettre comme ça. Mais ça, c'est un long travail. Hein. Pour ceux qui étaient à la conférence l'année dernière, Napo était couché, mais il n'était pas en position toute comme ça. Donc là, c'est qu'encore en 1 an, on a encore bien avancé. Et le rappel, alors là, je vais parler vraiment, je ne vais pas faire de généralité, je vais parler que de mon cas. Donc Napo, c'est un Podenco. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un lévrier de chasse espagnol. Et c'est également un chien primitif. Donc ça veut dire que c'est un chien qui a été très très peu modifié par l'homme et qui a encore des instincts. C'est une race qui a 2500 ans, donc il a encore des instincts proches de cela. Et ça veut dire que clairement, en plus, lui, comme il a vécu 8 mois dans la rue, en fait, il n'a pas besoin de moi. Et alors c'est super, hein, il revient pour la friandise, mais en fait il pourrait très bien partir, il irait chasser, il mourrait pas de faim, quoi. Donc du coup j'ai beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle le suivi naturel. Ça veut dire que donc je suis allée dans une forêt où il y avait absolument personne, à des heures où il y avait absolument personne, sous des météos où il y avait absolument personne, juste il est là. Donc moi, quand je me balade avec Napo, j'ai pas mon chien au pied. Il est dans la forêt, parce que lui, ça l'intéresse absolument pas d'être sur le chemin. Il est dans la forêt, mais il est là, il me suit. Donc je le rappelle pas, je l'embête pas à le rappeler, parce que honnêtement, face à des odeurs de lapin, je ferai pas le poids, et je m'embête pas à le rappeler, parce que de toute façon, il reviendrait pas, donc ça sert absolument à rien. Mais juste, je change souvent de direction, et il est tout le temps là, il est tout le temps attentif à moi. C'est juste que je l'entends. Je le vois pas, mais je l'entends. Ce que j'appelle la liberté contrôlée, donc c'est ça, c'est ces moments où je vais le lâcher, vraiment, où je suis plus en longe, où je le lâche, mais je contrôle tout ce que je peux contrôler. Ça veut dire que je ne le lâche pas dans une forêt où il y a de la route à proximité, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je le lâche pas en période de chasse, parce que je pense qu'il irait vite derrière un gibier, il aurait vite fait de se prendre une balle par un chasseur un peu énervé. Je ne le lâche pas aux heures où il y a plein de monde parce que ça serait trop compliqué pour lui. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai fait une vidéo là-dessus où je pars vraiment pour parler de la liberté contrôlée, et je suis sous une grêle d'enfer parce que là je sais que j'allais croiser personne et que mon chien pouvait être en liberté tranquillement. Donc voilà, c'est ça que j'appelle la liberté contrôlée, c'est essayer de contrôler le maximum de facteurs. Tout ce que je peux contrôler, je le contrôle. Alors ça n'empêche pas, hein, peut y avoir un chevreuil qui sort de nulle part. Mais j'ai fait en sorte, moi, j'ai tout mis de mon côté pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème et qu'il n'y ait pas ce genre d'imprévu. Et alors la longe, personnellement, c'est mon outil préféré parce que ça permet au chien d'être relativement libre, relativement loin. Moi, je travaille avec une longe de 15 mètres, donc mon chien, il est loin. Mais ça me permet d'avoir un petit contrôle. Et c'est vrai que on peut jamais savoir, on peut pas savoir ce qui va se passer, et peut-être que en face, voilà, va y avoir un chevreuil qui va passer. Et moi personnellement, j'ai lui et j'ai Ouria qui est adorable, mais moi je ne suis pas sûre à 100% de mes chiens. Je ne sais pas qui peut être sûr à 100% de son chien qui reviendra tout le temps, mais pour moi ça n'existe pas. Et du coup, le fait d'avoir la longe dans les moments où je ne suis pas vraiment sûre d'avoir pu tout contrôler, c'est important. Par exemple, quand je pars en vacances sur des endroits que je ne connais pas, j'ai la longe parce que je ne connais pas le chemin, je ne sais pas s'il va y avoir des vaches, je ne sais rien de tout ça. Et donc du coup, la longe est un très bon outil parce que ça leur permet quand même d'être loin de nous, d'être en libre. Il y a une étude scientifique qui a été faite sur le reniflage des chiens. Donc un chien en laisse de 1 mètre, il ne peut pas renifler à son aise. Par contre, si il est en libre, il renifle 220% plus
que s'il était en laisse d'1 mètre. Mais par contre, s'il est en longe, il renifle 150 fois plus que s'il était en laisse. Donc quand même, la longe, même si c'est pas une liberté complète, ça leur permet de répondre à leurs besoins. Donc c'est vraiment un très bon outil au niveau de la sécurité du chien et au niveau de leur bien-être. Alors, les activités pour créer du lien. Donc moi je fais beaucoup de dog dancing, mais j'ai pas fait que ça avec lui. Et d'ailleurs je l'ai pas du tout pris pour faire ça à la base. C'est lui qui m'a un peu imposé le dog dancing avec lui. Et ça a vraiment créé du lien. Et créer du lien, c'est important quand on adopte. Donc du coup il y a le dog dancing. Le dog dancing c'est quoi? C'est enchaîner des tours en musique avec la volonté de raconter une histoire. Je dis ça parce que le dog dancing, c'est pas juste faire tourner le chien et puis faire sauter le chien, c'est vraiment une vraie histoire. Donc on n'arrive pas au dog dancing tout de suite. Hein. Ceux qui verront les démonstrations que je fais à 16h verront qu'il y a une différence entre ma chienne qui travaille depuis 6 ans et lui qui travaille depuis seulement 2 ans. Mais voilà, vraiment, le dog dancing, ça permet aux chiens de proposer des choses sans être forcément collés. C'est-à-dire que moi, Napo, pour créer du lien avec lui, j'ai dû passer par la nourriture, mais je ne pouvais pas l'approcher à plus de 2 mètres. Et du coup, il a fallu que je trouve des petits stratagèmes. Et par exemple, Napo, je lui ai appris à s'asseoir à 2 mètres. Parce qu'on s'en fichait, il s'asseyait à 2 mètres, je lui ai envoyé des friandises et il y avait déjà un lien. Et progressivement, il savait quand il s'asseyait, il aurait une friandise. Donc progressivement, il a réussi à s'approcher parce qu'il savait ce qui se passerait après en fait. Donc il s'est approché. Et on a commencé à faire des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au début, je le laissais complètement dans son monde et je travaillais beaucoup avec mon autre chienne devant lui. Et c'est lui un jour qui a commencé à venir, à me tendre la patte, à faire des choses. Je lui avais jamais rien appris, mais tout de suite, il a proposé des choses. Donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est une activité très très chouette, très valorisante parce qu'on peut arriver à des petits résultats assez rapidement. Donc c'est valorisant pour nous et pour eux. Et ça leur permet aussi, par exemple, il y a un tour, c'est faire le slalom entre les jambes. Passer en dessous des jambes pour un chien qui a été traumatisé, c'est super compliqué. Et en fait, passer par là, passer par des jeux, ça lui a permis de lutter contre une de ses peurs. Et finalement, il a pris confiance en lui. Il s'est dit, bon, il y a des choses qui me font peur, mais je peux les faire. Et en fait, ça a été utile pour tout dans la vie. C'est-à-dire que passer une porte, en fait, avant de passer une porte, il passait entre mes jambes. Et quand il a compris qu'il pouvait passer entre mes jambes, il s'est dit, peut-être que c'est la même chose en fait avec la porte. Et il a passé la porte et il y a plein de petites choses comme ça que j'ai pu résoudre avec le dog dancing. Et donc Napo, qui est un chien qui a un petit peu peur des autres, et s'il y a trop de chiens autour, je le reconnecte à moi, je lui fais faire des petits tours qu'il adore. Et après, il est sur moi et j'ai plus de problème. Donc c'est vraiment quelque chose de super. La recherche, donc ça, pareil, ça peut être recherche d'objets, ça peut être de nourriture, ça peut être même d'humains. Ça leur permet de renforcer leur talent naturel, parce que la truffe, c'est quand même le truc le plus important chez notre chien. Et du coup, il y a eu cette étude scientifique qui dit que renifler, ça fait descendre le rythme cardiaque, donc ça fait déstresser le chien. Donc ça veut dire que lui permettre de faire ça, ça lui permet de se poser au quotidien. Donc au début, ça peut être juste cacher une croquette juste derrière un pot. Hein. C'est des choses très très simples et on finit où moi maintenant avec Napo, je fais du main trailing, donc la recherche d'humains disparus. Et où là, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et ça l'a aidé aussi parce que il va chercher des humains qu'il ne connaît pas. Il a son but, il sait où il doit aller et ça lui permet d'approcher l'humain parce que son but, c'est de retrouver cet humain. Donc il a quand même un peu peur, mais il sait qu'il va y aller. Et ça les aide beaucoup. Et c'est vrai que ça leur permet vraiment de prendre énormément d'assurance, énormément de confiance en eux, parce que là, on est vraiment sur un comportement strictement naturel, où le chien va être en réussite très facilement. Il y a des chiens qui réussissent mieux que d'autres, mais bon, cacher un bout de viande, n'importe quel chien va réussir, et là, il va se mettre en condition de réussite, et c'est vraiment tout ce qu'on cherche avec ce genre de chien. Et voilà, et donc je veux juste finir de parler un petit peu de Napo, de son histoire. Je ne sais pas comment on lance la vidéo, je ne sais pas si je vais réussir à lancer la vidéo toute seule ou pas. Je ne vais pas réussir à lancer la vidéo toute seule. Mais donc ça c'est la vidéo sur l'adoption de Napo. J'espère qu'elle va se lancer.
cool, elle va se lancer. Je sais pas si on va avoir le son ou pas. Sinon, on va imaginer le son. Donc ça, c'était une petite vidéo que j'avais fait qui reprenait un peu toutes les démarches que j'avais fait pour l'adopter. Donc en fait, je regardais souvent les associations de Podenco parce que je savais que je voulais adopter cette race de chien. Et un jour, je suis tombée sur cette photo et c'était pas forcément prévu pour maintenant, mais je me suis dit, c'est ce chien, il n'y a pas d'autre choix pour moi, c'est ce chien et pas un autre. Et donc c'est comme ça que l'aventure avec l'association Galgos sans famille a commencé. Donc là, voilà, c'est tout ce qui est formulaire, envoi de mails. Après, il y a eu aussi les appels. Donc les appels, c'est ce que je fais maintenant au sein de l'association. Donc s'il y en a qui veulent adopter chez Galgos sans famille, c'est moi qu'ils auront au téléphone pour les adoptions. Et il y a eu le fameux mail comme quoi c'était accepté, et puis toutes les démarches qui commencent. Ah, la validation. Et ensuite, s'ensuit tout ce qui est préparation du matériel et aller chercher le chien. Voilà, le premier collier, la première gamelle, tout ce qui est préparation matérielle, la médaille avec le numéro, très important. Et donc moi, je suis de Limoges. Napo, j'ai été le chercher à Toulouse et lui, il venait de Murcia, donc tout au sud de l'Espagne. Donc il a fait 20 heures de trajet pour me rejoindre. Et nous, on s'est levés à 3 heures du matin pour aller le chercher parce que le camion arrivait dans la nuit et que, voilà, c'est ma coloc maintenant. Voilà, il était 3h42, on était sur la route pour aller chercher Napo et en plus de ça, le camion est arrivé en retard, donc on aurait pu dormir 2 heures de plus. Mais bon, ça on le savait pas à ce moment-là. Je pense qu'on va pas beaucoup voir. Pourtant, c'est l'image la plus intéressante, c'est dommage. Mais en fait, Napo, quand il est descendu du camion, il a été se cacher dans un coin, il a hurlé et il s'est fait pipi dessus de peur. Et donc c'est là qu'on se dit, mince, j'ai peut-être vu les choses un peu grandes et je suis peut-être pas si capable que ça de gérer ce chien parce que je savais qu'il était craintif, mais pas à ce point-là. Donc ça, c'est dans la voiture quand on l'a ramené. Et ça, c'est la rencontre avec Ouria, ma petite chienne. Donc, Ouria qui est très compliquée en caractère et en fait vous allez voir qu'elle le rassure tout de suite. Je pense qu'elle l'a senti. Alors que maintenant son frère elle le dresse, hein. Mais à ce moment-là elle avait été toute mignonne avec lui. Mais voilà, quand on voit le regard qu'il avait et le regard qu'il a maintenant, c'est plus du tout la même chose. Là on voit qu'il est paniqué. Là il se demande juste ce qu'il fait là avec vous tous masqués devant lui, mais bon il n'est pas inquiet. Et voilà, ça c'est le regard inquiet, le regard triste qu'il avait. On voit sa respiration. Là, il était arrivé depuis déjà 2 heures et il respirait encore super fort. Il ne savait pas manger en gamelle, forcément. Donc, il fallait lui donner à la main. Et encore, il mangeait pas beaucoup parce que c'est un chien, quand il est très stressé, il n'arrive pas à manger. Donc, lui, c'était clairement ça. Donc, il y a eu ces premières étapes. Voilà, alors là, il fallait sortir de la maison parce qu'on l'avait récupéré à Toulouse. On a fait une petite pause à Toulouse pour que je puisse dormir avant de repartir à la maison. Donc là, ce jour-là, il a passé la porte, donc c'était plutôt cool. Mais après, il ne voulait plus les passer. Mais voilà, rien que ça. On voit aussi que je suis en double laisse, c'est-à-dire que j'ai une laisse sur le collier, une laisse sur le harnais, au cas où, s'il y en a un des deux qui casse, j'ai toujours un lien avec lui, parce que là, je l'aurais perdu dans la rue, je l'aurais jamais retrouvé à ce moment-là. Donc voilà, là c'est le trajet retour et se pose un problème, c'est qu'il n'a jamais voulu descendre de la voiture. Donc là je venais d'y passer 1 heure et j'ai été obligée finalement de le tirer pour l'extraire de la voiture. J'ai tout essayé, hein. J'étais en grande longe avec de la nourriture, il n'a pas voulu sortir. J'étais proche de lui avec de la nourriture, il n'a pas voulu sortir. Et en fait j'ai été obligée de le tirer pour qu'il sorte. Et donc ça en fait c'est les premiers jours, c'est la création du lien les premiers jours. Donc il avait encore sa laisse, son harnais et tout ça parce que de toute façon je ne pouvais pas l'approcher pour lui enlever. Et donc là, c'est la première création de lien. Donc on voit que j'ai des friandises. Je crois que j'avais des knackis parce que c'est super bon, c'est super odorant pour l'aider à créer le lien. Et là, c'est le premier jour où il a mangé en gamelle. Donc je crois que c'est 4 jours après. Donc là, c'était déjà une petite victoire. Et voilà,
C'est bon. C'est l'autre diapo. Merci. Et voilà, ça c'est une autre vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est nos plus belles victoires. Donc bah, déjà qu'ils soient là, c'est une victoire. Mais en fait, ce qui est important avec nos chiens de refuge, je le disais ce matin en démonstration, c'est qu'un rien est une victoire. Mais vraiment, c'est-à-dire que bah, le fait qu'il mange dans une gamelle, c'est une victoire. Le fait que juste il accepte un câlin ou il vienne proposer un câlin, c'est une victoire. Et, et vraiment, ces chiens-là nous apprennent à nous ancrer dans le présent. Et ok, on peut avoir plein d'attentes, on peut aller quelque part en se disant bah, moi j'aimerais que mon chien il marche au pied et tout ça. Et bah, juste le fait qu'il soit calme, c'est déjà une victoire, qu'il soit bien dans sa peau, c'est une victoire. Et je crois qu'on a beaucoup d'attentes, nous, en tant qu'humains, autour des chiens. Et en fait, ils nous remettent bien à notre place en disant mais écoute, moi je t'ai rien demandé, moi je me suis levée ce matin en me disant bah, qu'est-ce que je vais faire de super avec toi. Je me suis pas levée pour aller faire des démonstrations sur scène, je me suis pas levée pour aller croiser plein de monde, je me suis pas levée pour aller au marché, je me suis juste levée pour être avec toi. Et vraiment, nous, ils nous remettent à notre place et c'est important, quoi. Nous, on est là pour passer de bons moments avec nos chiens, même s'ils sont pas parfaits, et c'est déjà super cool. Et se satisfaire de ces victoires-là, c'est vraiment le plus important. Alors, donc merci vraiment de votre attention. Je vous ai mis nos réseaux sociaux si vous voulez nous retrouver. Donc à 16h, on fera une démonstration ici sur scène. Moi, je vais un peu me balader dans le salon. J'ai un atelier. Avec moi, j'ai une cagnotte pour l'association Galgos en famille, donc que je représente aujourd'hui et qui représente. Avec des bracelets à vendre. Enfin, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vais descendre là parce qu'il fait super chaud ici et je crois que vous avez super chaud aussi. Donc je vais descendre et on va s'éloigner un petit peu de la scène. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Et je vous remercie vraiment, vraiment de votre attention.